Je vous propose aujourd'hui donc une promenade à la rencontre des Nourags. Ce sera l'occasion pour nous de visiter ces monuments étranges qui parsèment le paysage de la Sardaigne, cette grande île de la Méditerranée occidentale. Et ce sera aussi l'occasion de faire le point sur l'avancée des connaissances sur les Nourags et sur la Sardaigne, parce que même si ces monuments sont extrêmement anciens, comme on va le voir, la connaissance a progressé depuis la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. On en sait aujourd'hui beaucoup plus qu'on en savait il y a 50 ans, même si, comme vous allez le voir, on n'en sait pas beaucoup, en fait. Euh, alors, d'abord le mot nourag. Que signifie le mot nourag? D'où vient ce mot? Il y a des experts en étymologie qui se penchent sur l'étymologie du mot nourag et qui ont forgé des hypothèses plus ou moins convaincantes, plus ou moins crédibles et pas vraiment satisfaisantes. En fait, on ne sait pas trop d'où vient le mot nourag. Et au fond, le plus simple est de se dire que c'est peut-être le mot qu'employaient les populations qui ont construit ces nourags autrefois. Elles nous ont légué à la fois les pierres, mais peut-être aussi le mot, c'est possible. Si on ne sait pas trop d'où vient le mot, on sait en tout cas très bien ce qu'il signifie. Il désigne en effet ce que vous voyez sous les yeux, c'est-à-dire non pas un amoncellement de pierres, mais une construction. Une construction de pierres sèches, qui n'utilise donc pas le mortier, une construction impressionnante dont on peut penser parfois qu'elle ressemble à un château fort du Moyen Âge, mais on va le voir, ce n'est pas un château fort du Moyen Âge. Il y a beaucoup de nourags en Sardaigne. Beaucoup de ces constructions mégalithiques, comme on dit en termes savants, donc construites de pierres, de grandes pierres mégalithiques, c'est ça que ça veut dire, mais surtout des constructions très anciennes. Et il y en a beaucoup en Sardaigne, beaucoup plus que dans toutes les îles de la Méditerranée occidentale. On trouve des constructions mégalithiques à Malte, bien sûr, on en trouve un peu dans les îles Baléares, on en trouve même quelques-unes en Corse, mais pour la Sardaigne, comme on va le voir, il y en a vraiment beaucoup. Elles se comptent en centaines et même presque en milliers. Alors comment allons-nous procéder? Eh bien, très simplement, nous allons d'abord visiter un nourag, le nourag Sunurakshi de Barumini, c'est celui que vous voyez, par quoi nous allons commencer, c'est le plus grand de tous. Ensuite, j'essaierai de définir ce que c'est que le phénomène nouragique, j'essaierai de généraliser en quelque sorte, et je terminerai en évoquant les grands traits de la civilisation nouragique, ce que l'on peut en savoir. Et comme je disais, ce n'est pas facile parce que, bien sûr, l'archéologie peut aider, mais nous n'avons pas de texte. Les populations nouragiques n'écrivaient pas, et donc il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Alors, si l'on considère le Nourag sous Nourachi de Baroumini, d'abord analysons un petit peu le mot. Baroumini, c'est le nom de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le Nourag en question, sous Nourachi de Baroumini. Et sous Nourachi, ça signifie en quelque sorte le Nourag par excellence, le plus grand de tous, peut-être le plus connu. Baroumini se situe dans le centre-sud de la Sardaigne, dans une zone qu'on appelle Campidano. C'est une localité qui se trouve à flanc de coteau, on pourrait dire, sur une petite colline de quelque chose comme 238 mètres d'altitude. Et il y a donc sur le territoire de Baroumini le Nourag, que l'on voit là tel qu'il se présente aujourd'hui. C'est ce que l'on peut visiter quand on va sur place et que l'on peut voir dans l'état où où il se présentait en 1937, au moment avant le début des fouilles. Les fouilles ont surtout été menées dans les années 50 du XXe siècle. Donc on voit que en 1937, sur la photo, on a l'impression qu'il s'agit vraiment d'un tas de pierres, beaucoup plus que quoi que ce soit d'autre. Alors ces fouilles qui ont été entreprises, elles ont permis tout de suite d'esquisser, je dirais, une mesure chronologique. Le site de Sunurashi a été utilisé pendant bien plus d'un millénaire. Donc c'est une période d'utilisation extrêmement longue qui commence, on va le voir de façon un petit peu plus précise, qui commence au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire vers 1500 avant Jésus-Christ, et qui s'étend donc pendant plus d'un millénaire jusqu'à la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ. Il y a même des signes qui laissent à penser que dans les premières années, les premières décennies de l'ère chrétienne, il y a encore une présence dans le Sunuashi.
Alors, voilà ce à quoi ressemble le Nourag aujourd'hui, c'est-à-dire après que les fouilles ont été menées dans cette localité, dans ce site donc du sud de la Sardaigne. Si l'on considère la localisation, la situation, on dira c'est une position de carrefour probablement, et c'est une position de sécurité aussi, d'où l'on peut observer, 238 mètres d'altitude, d'où l'on peut observer les environs. Mais on ne sait pas bien en réalité ce qui se passait dans le Nourag de Sounourachi. On peut simplement forger des hypothèses. Euh, la région est une région qui a été peuplée depuis longtemps, qui a été cultivée depuis longtemps aussi, et peut-être que les constructeurs du Sunuhashi avaient une certaine influence sur toute la région. Tout ça, c'est ce que l'on peut supposer simplement en voyant le bâtiment. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que ce bâtiment, nous en voyons les ruines. Le bâtiment s'est effondré en partie. Il a été négligé ensuite pendant 2000 ans. Et néanmoins, sa structure interne est parfaitement repérable. On voit qu'il y a, donc ça c'est une vue zénitale, hein, une vue prise avec un drone, comme on fait beaucoup maintenant. On voit qu'il y a ici une tour, euh, on dit tour centrale, pas exactement au centre de la construction, mais une tour en tout cas qui est le foyer originel, le cœur originel du Nourag. Sur cette tour s'est greffée une muraille, et cette muraille est accompagnée de quatre tours secondaires. Et puis il y a une muraille extérieure qui est accompagnée de cinq tours secondaires. Et, euh, et puis, en dehors de la muraille, eh bien, il y a ces vestiges d'habitat qu'on hésite à qualifier de village, mais enfin que l'on peut éventuellement, enfin, on peut éventuellement utiliser ce mot de village pour désigner l'habitat nouragique. Donc, commençons l'examen de la visite du Nourag par la tour centrale. Elle est donc là. C'est une tour qui a une forme circulaire, qui a un plan circulaire avec un diamètre qui est d'une douzaine de mètres à la base et un diamètre qui devait être plus petit au sommet. On pense que la tour, lorsqu'elle n'était pas en ruine, dépassait 18 mètres de haut. Une tour de forme conique, un tronc conique en quelque sorte, euh, qui a été construite par les constructeurs du Sunurashi, donc au XVe siècle avant Jésus-Christ, puisque c'est la partie la plus ancienne du Nurag. Donc des murs très épais, des murs qui ont une épaisseur parfois de 3 mètres à la base, tout au moins. Et cette tour centrale, si on cherche à la voir dans le plan, ben, on la voit bien, mais si on cherche à la voir dans l'allure du monument, elle se trouve ici. On ne la voit pas très bien parce qu'elle est enserrée par l'enceinte extérieure qui a été bâtie, qui a été construite. Alors, voilà un dessin réalisé par un archéologue qui montre ce à quoi pouvait ressembler le Nourag quand il n'était pas en ruine. Donc nous parlons de la tour centrale ici, donc au moins 18 mètres de haut. Et le dessinateur a représenté aussi la structure des tours secondaires. Je trouve que c'est la même que la structure de la tour centrale. On voit qu'il y a en quelque sorte des salles superposées, des étages on pourrait dire, dans les tours et dans la tour centrale en particulier. La particularité de la construction du Mourag est que, donc si on entre dans la tour centrale, est que des escaliers permettent de desservir les étages, mais que le mode de construction est original. C'est un mode de construction en tholos, comme disent les spécialistes. Tholos, c'est un mot grec qui désigne ce type de construction précisément qu'on trouve en Grèce, à Mycène par exemple, c'est-à-dire que les pierres qui ont été soigneusement choisies et taillées sont des pierres superposées les unes sur les autres en encorbellement. Donc la pierre du dessus dépasse très légèrement de la pierre du dessous. Et lorsque le mur est monté ainsi, on arrive à quelque chose qui n'est pas une voûte. C'est-à-dire que le diamètre s'est rétréci petit à petit avec l'encorbellement et au sommet, il n'y a pas une clé de voûte qui fait tenir la voûte parce que ce n'est pas une voûte, c'est une tolosse. Les pierres sont posées les unes sur les autres et elles tiennent par leur propre poids.
Nous sommes là donc dans la tour centrale du Sunuhashi. Il faut s'imaginer que ce que l'on voit, c'est la lumière naturelle aujourd'hui, mais que lorsque le monument n'était pas en ruine, en fait, il y avait une communication avec la salle supérieure et puis avec la troisième salle aussi, troisième salle qui n'existe plus aujourd'hui et la salle supérieure, le deuxième étage si on peut dire, est en ruine. Donc c'est la lumière naturelle qu'on voit aujourd'hui, mais ce n'était pas la lumière naturelle que l'on pouvait recevoir dans l'Antiquité. Alors évidemment, quand on est dans la salle centrale, de la tour centrale du Sunuhashi de Baromuni, l'impression que l'on a, c'est que, il s'agit véritablement d'une forteresse. On a une impression tout à fait étonnante d'être au cœur de plusieurs murailles concentriques et une véritable forteresse qui a donc été construite. La vocation de sécurité paraît difficilement contestable. La vocation, on pourrait dire, militaire. On a voulu se protéger, clairement. Maintenant, pourquoi a-t-on voulu se protéger et de quoi a-t-on voulu se protéger? Ça, c'est un autre problème. Il est difficile de répondre a priori simplement en observant le monument. Voilà, donc nous avons visité la tour centrale et notamment la salle principale de la tour centrale. Si l'on essaye maintenant de prendre un couloir pour aller visiter les tours secondaires et l'enceinte extérieure, donc l'enceinte est ici. Elle a été bâtie, pense-t-on, vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, XIIIe, XIIe siècle, c'est-à-dire qu'il s'est écoulé 2 à 3 siècles entre la construction de la tour centrale et la construction de cette enceinte qui est dotée de 4 tours secondaires. Euh, Il y a des passages entre les différentes tours et la tour centrale. Il y a une sorte de cour intérieure qui est aménagée ici. Cette cour intérieure comporte, ce n'est pas un puits, mais une citerne permettant de recueillir les eaux de pluie. Donc on voit ici la paroi de la tour centrale, là la paroi de l'enceinte et le passage qui permet d'accéder à la tour secondaire qui se trouve incorporée en quelque sorte dans l'enceinte. On évalue la hauteur des tours secondaires à quelque chose comme 14 mètres. Voilà donc la tour centrale, l'enceinte et l'endroit où j'ai pris la photo, bien, c'est justement une des tours secondaires. Troisième élément donc dans la construction du Nourag, la muraille extérieure. Donc cette muraille qui est ici, dont on pense qu'elle a été construite vers le XIe siècle avant Jésus-Christ, disons autour de l'an 1000, peut-être un peu avant. Elle a un périmètre de 80 mètres, elle fait le tour du monument, comme ici, une enceinte évidemment. Et elle est dotée de tours plus petites, 5 tours, qui accompagnent donc cette muraille. On voit bien l'enceinte et les tours sur la vue aérienne. Ça se voit beaucoup moins quand on est au pied du bâtiment. Là, c'est un angle qui permet de repérer la tour centrale, l'enceinte intérieure avec les tours secondaires et l'enceinte extérieure ici avec une racine de tour que l'on voit donc sur la droite. Donc une construction qui est très postérieure au début, donc le début c'est 15e siècle avant Jésus-Christ, la muraille extérieure peut-être 11e siècle avant Jésus-Christ, et on a pu remarquer, enfin les fouilles ont permis de comprendre que le lieu avait continué à être utilisé jusqu'à la fin du premier millénaire, à l'époque romaine. Il y a des traces qui permettent de comprendre que les forces romaines ont utilisé la protection de ces murailles. Alors, à côté du Nourag à proprement parler, on trouve le site de l'habitat nouragique, un site qui est évidemment, enfin le dessin vous montre ce à quoi pouvaient ressembler les maisons, les huttes en fait, hein. Il faut imaginer évidemment que la couverture en chaume et la charpente de bois, tout cela ne s'est pas conservé au fil du temps. Il ne reste donc que les soubassements en pierre. Euh, C'est une sorte de village qu'il y a au pied du Nourag. On a une cinquantaine de maisons, une cinquantaine de huttes qui ont été conservées. La datation par l'archéologie permet de comprendre que les maisons sont contemporaines des tours. Donc si on prend la chronologie, on se trouve là du côté du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et comme on le voit, le plan de ces maisons, de ces huttes, est extrêmement simple. Il y a une salle de forme circulaire
Et c'est tout. Parfois, il peut y avoir une deuxième salle, mais en général une salle circulaire dans laquelle eh bien, dans laquelle on faisait ce qu'on a à faire dans une maison, j'imagine. On pouvait habiter peut-être. On ne sait pas exactement quelles sont les activités qui étaient menées dans ces huttes. En tout cas, c'est un lieu d'habitation, clairement. Alors, il y a quelques particularités, notamment cette structure. Ici, on voit un passage avec une sorte d'arc, et puis on pourrait dire une banquette faisant le tour de la salle, et au centre, quelque chose, un bassin, une table, un autel, on ne sait pas bien. Les archéologues désignent ce lieu par le nom de salle de réunion, mais on n'a aucune idée de ce qui pouvait se dérouler dans cette salle de réunion. Le fait est que le plan n'est pas tout à fait le même que celui des édifices qui jouxtent la salle de réunion. Donc, le Nourag, les tours, les murailles, les habitations en périphérie, tout cela nous permet de penser qu'il y a une organisation sociale cohérente à cet emplacement, qu'il y a une sorte de pouvoir probablement qui organise la cohabitation de ces familles. Le pouvoir qui loge peut-être dans le Nourag, les familles qui logent dans les huttes en périphérie. On a donc affaire ici à un site archéologique qui est conservé dans sa totalité, depuis la tour centrale aux maisons périphériques. Et voilà ce à quoi pouvait ressembler le Nourag à l'époque de son apogée, autour de l'an 1000. Euh, bon, là, c'est la situation actuelle, évidemment, mais voilà ce à quoi il pouvait ressembler. Donc, la tour centrale, 18 mètres de haut au moins, avec ces pierres qui sont, on les a conservées, ces pierres, hein, qui dessinent une sorte de, alors si on était dans l'architecture médiévale, on parlerait de mâchicoulis, euh, une enceinte avec des tours, une enceinte intérieure avec des tours de 14 mètres, une enceinte extérieure avec des tours un petit peu plus basses, et puis le village au pied de cette construction. Cela ressemble beaucoup, effectivement, à un château fort médiéval, mais comme on va le voir, c'est plus une apparence qu'une réalité, en fait. Et donc, pour comprendre cela, il faut s'efforcer de généraliser, à partir de l'exemple du sous-nourachi, généraliser le phénomène nouragique, et se demander donc ce que c'est qu'un nourag exactement. Donc, une construction et pas un amoncellement de pierres. Une construction mégalithique, des pierres de grande taille. Euh, une construction mégalithique, c'est-à-dire antérieure à la période historique. La période historique qui commence, c'est le critère habituel, par l'utilisation de l'écriture. Les populations nuragiques n'écrivaient pas. Donc, proto-historique, si on veut, antérieure à l'histoire. C'est une construction qui est emblématique de la Sardaigne. On trouve des constructions mégalithiques ailleurs, en Méditerranée, je l'ai dit, mais aucune qui ait cette forme-là, aucune qui ait cet aspect massif et cet aspect impressionnant. Et puis, il n'y a pas dans les îles de la Méditerranée occidentale autant de constructions mégalithiques qu'il y en a en Sardaigne. Alors, le Nourag, en général, est composé d'une tour, comme on l'a vu, une tour circulaire de forme tronconique bâtie en pierre. Le nourag de Sunuachi qu'on vient de visiter, c'est un nourag complexe. Il y a des nourags plus simples. Et les nourags, les fouilles archéologiques permettent de le comprendre, sont apparus au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, donc à partir du 15e siècle avant Jésus-Christ, et ils sont à leur apogée à la fin du deuxième millénaire, donc autour de l'an 1000, avant Jésus-Christ. On peut considérer qu'à ce moment-là, il peut y avoir en Sardaigne 8000 nourags. 8000 nourags dans une île qui euh, n'est quand même pas immense. Elle mesure 24 000 km². C'est à peu près la superficie de la Bretagne, un petit peu moins. Et donc, 8000 nourags. Évidemment, tous ne se sont pas perpétués jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, il faut tenir compte des nourags qui ont été démantelés pour récupérer les pierres. Donc parfois dans des périodes anciennes. Il faut tenir compte des nourags qui ont été éliminés pour faciliter l'exploitation agricole, donc dans une période plus récente. Mais enfin, aujourd'hui en Sardaigne, il y a environ 1500 nourags. Alors, où se situent ces nourags? Voilà une carte qui distingue des catégories de nourags par
points de couleurs différentes, mais si on considère simplement la répartition des points, on voit bien qu'il y a des nourags partout en Sardaigne. Il y a des zones où il y a moins de nourags, des zones où il y a davantage de nourags, mais il y en a partout. Alors, partout, c'est-à-dire en particulier dans cette région, c'est là qu'il y a le Soumouachi, euh, le Campinado, donc, qui est la région la plus anciennement cultivée, la plus anciennement exploitée sur le plan économique dès l'Antiquité. On trouve aussi des nourags sur la façade est de la Sardaigne, sur la côte qui regarde vers la péninsule italienne. Euh, c'est une zone que l'on appelle aujourd'hui, c'est la province qu'on appelle aujourd'hui Barbagia en Sardaigne. Et Barbagia, c'est un mot qui vient du latin barbaria. On va voir que cette zone de la Barbaria a une signification bien précise euh, durant l'Antiquité. Euh, et puis on trouve des nourags aussi dans le sud-ouest de la Sardaigne, dans les régions qu'on appelle Iclesiente et Sulcis. Ces régions-là comportent des minerais, des gisements de minerais, de zinc, de plomb. On a même découvert au XIXe siècle des gisements de charbon, des gisements qui ont été exploités depuis l'Antiquité, sauf le charbon à la fin du XIXe siècle, gisements exploités de très longue date donc, et qui sont encore un petit peu exploités aujourd'hui, mais enfin c'est une exploitation qui décline beaucoup. Alors, donc, des nourags partout en Sardaigne, des nourags nombreux, comme on le voit, et euh, ce ne sont pas les seules constructions mégalithiques qu'il y ait en Sardaigne. Il y a d'autres constructions mégalithiques. On pourrait faire une typologie très, très exhaustive de ces autres constructions mégalithiques. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Ce sont les autres nourags et puis les tombes des géants. Alors, pour bien concevoir et comprendre la particularité des nourags, eh bien, on va comparer le Soumouachi qu'on vient de visiter avec le nourag Lossa d'Abbasanta. Donc, sur le territoire de la commune d'Abbasanta, le nourag Lossa que voilà, c'est un nourag qui est mieux conservé que le Soumouachi. Il s'est conservé au fil du temps mieux que le Soumouachi, c'est ce que nous montre cette photographie, prise au moment où commencent les fouilles à la fin du XIXe siècle. On voit que voilà, les murailles sont là, on les voit bien. Alors aujourd'hui, évidemment, le muraille est encore plus impressionnant, encore mieux conservé que le Sonorachi. C'est un ouvrage dont le plan est plus simple. Il y a une tour centrale dont on pense qu'elle a été construite à partir du XVe siècle avant Jésus-Christ. Il y a une muraille intérieure avec trois tours, et non pas quatre comme à Baromini. Et puis il y a une muraille extérieure avec, semble-t-il, trois tours. Mais l'habitat nourachique, comme on voit, est ici beaucoup plus succinct. Il s'est peut-être moins conservé, ou il y avait moins de huttes au pied du nourag. Donc un ouvrage dont le plan est plus simple, mais dont la chronologie est à peu près la même. Un ouvrage dont on voit bien qu'il y a cette tour centrale qu'on ne voit pas ici, on voit là la muraille intérieure avec les tours secondaires. Et le Nourag Lossa a beau être un peu plus simple que le Nourag Soumouachi, il est quand même considéré comme un Nourag complexe. Voilà des plans d'autres Nourags qui nous montrent la variété au fond et la complexité de ces Nourags. Trois photos ici pour montrer des catégories différentes. Donc un ourag complexe, celui-ci, un ourag simple, le nourag sous-Coronis, qui se situe sur le territoire de la commune de Macomer. C'est simplement une tour. Il n'y a rien d'autre au pied de ce nourag. Donc, variété des constructions mégalithiques en Sardaigne, variété des constructions nouragiques. Il y a des nourags de formes différentes. Mais il y a aussi des constructions mégalithiques qui ne sont pas des nourags, comme par exemple celle-ci que l'on appelle une tombe des géants. La tombe des géants, ou les tombes des géants, ont une particularité. Elles ont, on pourrait dire, une façade qui est constituée par des pierres levées de grande taille, pierres levées de taille décroissante à partir de la pierre centrale. Une sorte de façade, une sorte d'exèdre qui est constituée avec une porte ici,
C'est une fausse porte en réalité, il y a une véritable porte derrière la pierre centrale. Et voilà donc l'originalité de la tombe des gens par rapport au Nourag. C'est une construction plus simple apparemment. C'est une construction qui a une forme différente. Et il y a des tombes des géants un peu partout en Sardaigne. Donc celle-ci, c'est celle qu'on vient de voir. Ici, on voit la façade, des pierres levées de taille décroissante. Et ici, pareil, la façade. Bon, ici, la tombe des géants sur le site de Tamouli à Macomer est moins bien conservée. Mais c'est la même structure, hein, une façade en arc de cercle et en arrière-plan, que l'on voit ici, que l'on voit bien là, que l'on ne voit pas sur cette photo, mais en arrière-plan, il y a, on pourrait dire, une allée couverte, il y a une tombe collective qui peut mesurer une quinzaine de mètres de long en arrière de la façade. Donc la tombe des géants, c'est une tombe collective et ce n'est pas comparable à un ourag. Simplement, il y a une particularité, c'est que les tombes des géants sont très souvent localisées à proximité d'un nourag, ou plutôt le nourag est très souvent installé à proximité d'une tombe des géants, parce que comme on va le voir, les tombes des géants sont plus anciennes que les nourags. Donc là, on a sur le territoire de la commune de Macomer et sur le site de Tamouli, il y a plusieurs sites archéologiques à Macomer. Tout à l'heure, on voyait le nourag simple de Soukoronis. Sur le site donc Tamouli, on a une tombe des géants et on a un ourag simple, et d'autre part, ici, des vestiges d'un habitat nouragique. Donc, les tombes des géants, eh bien, c'est l'autre euh, curiosité archéologique qu'il y a en Sardaigne, à côté des nourags. Il y a des centaines, 1500 nourags visibles aujourd'hui en Sardaigne, et on a recensé 802 tombes des géants. Plus ou moins bien conservées, évidemment. Celle-ci n'est pas très bien conservée, d'autres sont encore plus mal conservées, mais certaines sont bien conservées. Donc, une variété extraordinaire de sites mégalithiques en Sardaigne. Alors, il faut esquisser une forme de chronologie quand même. Euh, la civilisation nouragique, donc, s'est étendue sur plus d'un millénaire, à partir du milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, donc à partir du XVe siècle. Il semble que les tombes des géants soient antérieures au Nourag, donc antérieures au XVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, si on essaye d'introduire une chronologie, on peut s'appuyer sur ce schéma, ce diagramme que l'on trouve au musée de Cagliari, qui est un petit peu complexe. Donc, on va simplement parcourir ce diagramme et remarquez que l'on a indiqué les grandes périodes que les archéologues, les proto-historiens, les historiens euh, ont définies, ont forgé pour mesurer les périodes anciennes. Donc ici, on parle de néolithique, là on parle d'âge du cuivre, d'âge du bronze, d'âge du fer. Alors, faisons un petit peu la chronologie de tout ça. Il y a une période très ancienne antérieure au schéma antérieure aux périodes que montre ce schéma, une période où les hommes sont nomades, ils sont chasseurs, ils sont cueilleurs, ils taillent la pierre. C'est une période très ancienne, très longue, euh, où on peut trouver par exemple les grottes à peinture, les grottes à peinture pariétale, comme la grotte de Lascaux, hein, qui est datée d'environ 15 000 avant le présent, ou comme la grotte Chauvet, qui est datée d'environ 35 000 avant le présent. Donc, période très longue avec des sites parfois très espacés du point de vue chronologique. Les nourags ne correspondent pas à la période paléolithique du tout. Il y a une deuxième période où les hommes sont sédentaires, où ils cultivent le sol, ils continuent à tailler la pierre. C'est une période qui ne correspond pas au temps des nourags. Les nourags ne remontent pas à l'époque néolithique. Ailleurs qu'en Sardaigne, bien, c'est l'époque des alignements de Karnak, par exemple. Et puis, les spécialistes distinguent une période où on continue à cultiver le sol, bien sûr, mais où on commence à utiliser de façon systématique des métaux, et d'abord le cuivre, âge du cuivre. Eh bien, la civilisation nouragique ne commence pas à l'âge du cuivre, on ne construit pas de nourag en Sardaigne à l'âge du cuivre, c'est l'époque où néanmoins on construit des pyramides d'Égypte. Et donc la civilisation nouragique commence à l'âge du bronze. À l'âge du bronze qui correspond ailleurs qu'en Sardaigne, en Égypte par exemple,
à la période de Toutankhamon. Toutankhamon règne au XIVe siècle avant Jésus-Christ. C'est l'époque où l'on construit les palais minoens en Crète, Knossos par exemple, plutôt avant le XVe siècle avant Jésus-Christ, ou bien les forteresses dans le Péloponnèse, les forteresses de Mycène, par exemple, plutôt après le XVe siècle avant Jésus-Christ. Mais enfin, ce que l'on appelle l'âge du bronze, de façon générale, eh bien, c'est l'époque où, en effet, on commence à construire les nourags en Sardaigne. Donc, les nourags de Sardaigne sont contemporains des forteresses mycéniennes, des palais minoens. C'est à peu près à ce moment-là que commence la construction des nourags. Donc l'âge du bronze, le bronze, comme vous savez, étant un alliage de cuivre et d'étain. Et puis la civilisation nouragique déborde sur la période suivante, qui est l'âge du fer. L'âge du fer, c'est donc une évolution dans l'organisation des sociétés humaines. L'on emploie de façon plus systématique le fer. Le fer, en fait, est connu à l'âge du bronze. Dans la tombe de Toutankhamon, il y a un poignard à lame de fer. Mais le fer qui est utilisé à l'âge du bronze, c'est un fer, je dirais, assez primitif. On utilise le fer natif que l'on peut trouver voilà, à l'état natif, que l'on peut trouver dans des météorites, par exemple, hein. Donc, c'est un fer que l'on va travailler par martelage. Il est assez rare, on travaille par martelage. À l'âge du fer, on emploie des minerais. Ce sont les techniques métallurgiques qui sont mises au point, et donc on peut produire de plus grandes quantités, parfois des quantités importantes, de fer à l'âge du fer. C'est l'époque où, en Sardaigne, on trouve les bonzetti, ces petits bronzes typiques de la Sardaigne dont j'ai parlé, et les gens de Monte Prama. Donc on voit que la civilisation nouragique s'étend sur la plus grande partie de l'âge du bronze et sur le début de l'âge du fer, c'est-à-dire les dates que vous avez sur ce schéma. Donc, le 15e siècle avant Jésus-Christ, c'est le début de la construction des nourags, et autour de l'an 1000 et après l'an 1000, c'est l'époque où l'on commence à fabriquer des petits sujets en bronze qui caractérisent la civilisation donc, nouragique de la Sardaigne. Et puis, si on continue la chronologie, on dira, il vient un moment où l'on change de type de classification. On parle d'époque punique, d'époque carthaginoise, d'époque romaine. Donc là, je vais changer de document pour expliquer cela. Nous sommes au premier millénaire avant Jésus-Christ, dans les années qui commencent autour du 10e, 9e siècle, et l'on voit dans le bassin occidental de la Méditerranée, on voit arriver des explorateurs, des marchands phéniciens. Les Phéniciens sont installés dans ce qui correspond à peu près au Liban aujourd'hui, et puis ils progressent vers l'ouest en Méditerranée centrale, en Méditerranée occidentale. On les voit s'installer à Nora, à Soulkis, à Taros, en Sardaigne, et puis ils vont même plus loin, ils franchissent même le détroit de Gibraltar. Il y a des implantations phéniciennes à l'ouest du détroit de Gibraltar. Mais les Phéniciens sont surtout des marchands. Il y a des comptoirs phéniciens, il y a une influence qui peut s'étendre, mais ce sont surtout des marchands. Certains d'entre eux, néanmoins, vont évoluer. Certains d'entre eux vont fonder une ville, Carthage, en 814 avant Jésus-Christ. Et à Carthage, on ne va pas se considérer seulement comme des partisans du commerce et de l'échange, mais on va s'efforcer de constituer une véritable puissance, un véritable empire même. L'empire carthaginois qui va se développer à partir du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ et qui va finir par dominer une partie de la Sardaigne. La Sardaigne, parcourue par les Phéniciens, c'était surtout le sud et l'ouest de la Sardaigne. La Sardaigne parcourue par les Carthaginois où ils s'installent, ce sera le sud, l'ouest et le nord de la Sardaigne. Si on prend une localité comme Taros, par exemple, eh bien à Taros, il y avait un comptoir phénicien petit, et à Taros, il y a une ville carthaginoise qui devient ensuite une ville romaine de beaucoup plus grande taille qui s'installe. Donc, les Carthaginois, les Puniques, s'installent en Sardaigne et ont tendance à se localiser quand même plutôt sur les côtes en négligeant la façade est de la Sardaigne. Peu d'implantation phénicienne, pas d'implantation phénicienne du tout d'ailleurs, peu d'implantation carthaginoise dans cette partie est de la Sardaigne, celle qui regarde vers la péninsule italienne. Les activités, ce sera le sud, ce sera l'ouest, un petit peu le nord, mais pas l'est. Donc c'est là Barbaria, comme diront les Romains, Barbagia, comme on dit aujourd'hui, en Sardaigne, c'est-à-dire une zone
on pourrait dire, conservatrice, une zone un peu loin de tout, une zone un petit peu, comment on pourrait dire, archaïsante. Là, nous sommes à l'époque carthaginoise, peut-être encore vrai aujourd'hui en Sardaigne. En tout cas, c'est la réputation que les populations de cette région peuvent avoir auprès des autres. Euh, un empire carthaginois donc qui se constitue et qui finit par entrer en confrontation avec Rome. Il y a en effet, à partir du milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a une série de guerres entre Rome et Carthage, comme on le voit, Rome et Carthage, qui sont en conflit pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. Trois guerres, on pourrait dire carthaginoises, une guerre punique dans la tradition historique. Trois guerres puniques que l'on connaît bien, il y a des textes qui nous décrivent cela. Trois guerres puniques, la première donc au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'enjeu c'est la Sicile. Donc, combat entre les forces romaines et les forces carthaginoises, combat naval en particulier, et la première guerre punique tourne à l'avantage des Romains. La Sicile passe dans l'orbite romaine et la Sardaigne aussi. La Sardaigne passe dans l'orbite romaine après la première guerre punique. Vient ensuite, à la fin du IIIe siècle, au début du IIe siècle, la deuxième guerre punique. C'est l'époque où le général carthaginois Hannibal, avec ses soldats et ses éléphants, arrive jusqu'en Italie péninsulaire. C'est l'époque de l'affrontement le plus vif, le plus paroxystique, on pourrait dire, entre Rome et Carthage. Et cette deuxième guerre punique se traduit par un avantage à Rome qui emporte donc la victoire sur Carthage. Et puis, au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est la troisième guerre punique qui se traduit par la défaite de Carthage et par la destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, la Sardaigne passe sous influence romaine, est incorporée dans la zone qui est contrôlée par Rome, elle est incorporée dans l'Empire romain. Si donc on comprend bien le résumé chronologique, eh bien, la période des Nouragues, qui est donc antérieure aux Romains, antérieure aux Carthaginois, un peu antérieure aux Phéniciens. La période des Nouragues, la civilisation nouragique, c'est l'époque de l'apogée de la Sardaigne, d'une Sardaigne autonome, d'une Sardaigne, on pourrait dire, indépendante. Et cette référence à la civilisation des Nouragues, par la suite, sera parfois invoquée hein, pour désigner justement cette période faste de la Sardaigne. La Sardaigne cesse d'être autonome et indépendante avec les Carthaginois, puis les Romains. Elle est ballottée ensuite entre différentes dominations. J'y reviendrai dans la conclusion. Alors, on a visité un nourag, j'ai essayé de montrer de façon générale ce que pouvaient être les nourags, et maintenant il faut essayer de présenter les grands traits de la civilisation nouragique. Et tout d'abord, constater une chose, la Sardaigne est l'île des Nouragues. Il y a en Sardaigne énormément de Nouragues, beaucoup plus de constructions mégalithiques en Sardaigne que n'importe où ailleurs en Méditerranée occidentale. Et puis, d'autre part, deuxième remarque préliminaire, les populations nouragiques n'écrivaient pas. Elles étaient en contact avec des populations qui pratiquaient diverses formes d'écriture, comme les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, les Égyptiens, bien sûr, les Mycéniens aussi. Diverses formes d'écriture étaient pratiquées par les populations qui étaient en contact avec les nouragiques, mais eux-mêmes n'écrivaient pas. Et d'autre part, les peuples avec lesquels les nouragiques étaient en contact et qui écrivaient, mais en fait n'écrivaient pas sur la Sardaigne. Donc nous n'avons pas de texte et il faut que nous nous contentions des traces matérielles laissées par cette civilisation du passé. L'étude des traces matérielles laissées par les civilisations du passé, c'est la définition même de l'archéologie. Donc pas de traces écrites pour cette civilisation ancienne. Il faut donc s'appuyer sur ce que l'on observe et notamment sur l'organisation spatiale, on pourrait dire, de la Sardaigne nouragique. Reprenons cette carte qui nous montre l'implantation des nouragues. Donc, il y a eu jusqu'à 8000 nouragues dans une île qui mesure 24 000 km², qui est un petit peu plus petite que la Bretagne, qui est 3 fois plus grande que la Corse. Donc c'est une île quand même assez vaste. Enfin, 24 000 km², 8000 nouragues, un nourag pour 3 km². C'est tout à fait impressionnant. Alors aujourd'hui,
On en voit 1500, mais les archéologues ont permis de montrer que les nourags qui ont disparu ont laissé des traces, et donc on a pu retrouver, bien sûr, ces traces. Donc si l'on reprend le sous-Nourachi de Baroumni, si on se place sur le Nourag, eh bien, il faut s'imaginer que le regard que l'on peut porter sur le paysage environnant, eh bien, c'est un regard qui va de Nourag en Nourag, qui va d'implantation archéologique aujourd'hui à vestiges archéologiques. Ça ne se voit peut-être plus dans le paysage d'aujourd'hui, mais cela a existé. Prenons par exemple cette carte de la localisation des sites mégalithiques puniques et romains sur le territoire de la commune de Baroumini. Donc le Nourag Tsunourachi est ici. Quand on regarde vers l'est, eh bien, il y a tous ces points, ces étoiles, ces petits astérisques qui pointent tel ou tel type de site mégalithique, punique ou romain. Ce qui veut dire que même si cela ne se voit plus, en fait, du haut du Nourage de Tsunourachi, il y a une multitude de points intéressants, une multitude de sites archéologiques aujourd'hui, mais de sites peuplés, de sites actifs autrefois. Alors, il y a sans doute une hiérarchie entre les Nourags, puisque, comme on a vu, ils ne se répartissent pas n'importe comment, mais il y a donc sans doute aussi une hiérarchie entre les populations qui vivent en Sardaigne, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait, en tout cas quand on observe la localisation des Nourags, qu'il y ait on pourrait dire une centralisation du pouvoir, rien de comparable à ce que l'on peut trouver en Égypte ou en Crète, plutôt même en Crète, parce que la civilisation crétoise et la civilisation nouragique sont à peu près contemporaines. Alors c'est peut-être cela qui explique que en Sardaigne, contrairement à la Crète minoenne ou contrairement à la Grèce mycénienne, on n'ait pas eu besoin d'établir des listes, d'établir des inventaires, on n'a pas eu besoin de compter, de percevoir des impôts, sinon on n'a pas eu besoin de l'écriture. Ce qui est frappant, c'est cela, une civilisation contemporaine de Knossos et de Mycène, contemporaine du Nouvel Empire égyptien, et qui n'écrit pas. Alors, les populations nouragiques, donc, n'écrivaient pas. Elles étaient en contact avec des populations qui écrivaient, mais qui n'écrivaient pas sur la Sardaigne. Et nous devons donc nous contenter d'une documentation indirecte. Nous devons nous contenter des vestiges archéologiques qui sont conservés donc au musée de Cagliari, que l'on peut voir dans les vitrines du musée de Cagliari. J'ai choisi de montrer une photographie représentant l'une des vitrines du musée de Cagliari portant sur le Sunuashi. Voilà donc les vestiges, une partie des vestiges que l'on a trouvés dans les fouilles du Sunuashi, c'est-à-dire des poteries, non, des céramiques. Vous savez que la céramique, le pot en terre cuite peut se casser éventuellement, mais les morceaux sont quasiment indestructibles. Donc, même une céramique cassée peut être partiellement remontée et elle donne des renseignements intéressants sur le mode de vie des populations qui ont fabriqué cette céramique. Et puis, il y a d'autre part d'autres petits objets qu'on voit ici. Ce sont des petits objets en bronze, des petits objets en bronze qui ont été fabriqués avec la technique de la cire perdue, ce qui consiste en fait à modeler l'objet que l'on veut obtenir, modeler en cire ou en suif, d'emballer cet objet dans une terre réfractaire, de percer un trou en haut et en bas, et de verser du bronze liquide, du bronze en fusion sur la cire ou le suif. Donc la chaleur fait fondre la cire, le métal prend la place de la cire, et puis quand il a refroidi, on peut améliorer le résultat, penser un peu pour terminer la fabrication. Donc, dans les fouilles de Sardaigne, on a découvert beaucoup de petits objets en bronze, tout petits, qui représentent soit des animaux, soit des personnages, soit... Ben, on ne sait pas trop, on sait pas trop ce que c'est que ça, mais cela donc a pu être récupéré par les archéologues. Certains de ces objets nous montrent des animaux. Donc on peut supposer, en voyant ceci, qui est un taureau, qu'il y a évidemment, euh, on sait que ce sont des populations sédentaires qui cultivent le sol. Elles cultivent le sol, on cultive des céréales, il y a toute une série d'activités, et puis il y a des activités d'élevage. Et de là, on peut donc
inférer toute une série de conséquences. Qui élève des bovins peut-être utiliser la peau des bovins, le cuir. Donc il y a toute une série de conséquences que l'on peut tirer simplement de l'observation de ce taureau. Ici, on a un cerf, on peut donc penser qu'il y a des activités de chasse, et ce qui permet de développer des activités de loisirs ou ce qui permet d'enrichir la ration alimentaire éventuellement. Donc l'observation de ces petits bronzetti, comme on dit, de ces petits objets en bronze est extrêmement intéressante parce qu'elle donne un éclairage sur les activités économiques, un éclairage sur l'organisation de la société que l'on ne connaît pas par ailleurs puisque nous n'avons pas de texte. Alors voilà d'autres petits bronzetti du musée Cagliari. Donc vous voyez encore des bovins, et puis un petit véhicule avec des roues. Donc là aussi, on peut supposer toute une série de conséquences que ces objets en bronze nous permettent de tirer sur la société nouragique. Euh, des objets en bronze, donc, c'est-à-dire des objets qui sont fabriqués au moment où on utilise le bronze, donc à la fin de la période nouragique. Le bronze est utilisé en Sardaigne, les objets en question sont utilisés à la fin de la civilisation nouragique. On n'utilise pas au XVe siècle avant Jésus-Christ, mais plus tard. Euh, les objets en bronze sont fabriqués, disons, au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Les nourags sont construits à partir du milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les bronzetti, donc des objets de petite taille, hein, quelques centimètres, une dizaine de centimètres en général, le plus grand mesure 39 centimètres de long. Ce qui est intéressant aussi, ce sont ces petits objets qui représentent des bateaux, des navires. Alors, il faut comprendre que ce sont des ex-voto qui sont destinés à des usages religieux ou à des usages funéraires. Ce ne sont pas des maquettes extrêmement précises de bateaux parce qu'on ne voit pas de mode de propulsion. Il n'y a pas de rame, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de gouvernail, ce qui est embêtant pour un bateau, évidemment. Donc, ces petits navires, on les a trouvés dans des tombes ou éventuellement dans des nourags, dans des sanctuaires à l'intérieur des nourags, il y en a. Et ils nous permettent d'imaginer que peut-être les populations nouragiques se sont aventurées sur les mers possibles. Jusqu'où? Cet objet ici a été découvert dans une tombe étrusque. Donc comment est-il arrivé là? Eh bien, voilà, on peut imaginer diverses façons de procéder pour qu'un objet fabriqué en Sardaigne se retrouve dans une tombe étrusque. Est-ce que l'on peut penser que les Nouragiques sont allés plus loin, par exemple vers la Méditerranée orientale? On n'a pas trouvé de petits bronzetti en forme de navire dans les tombes mycéniennes. Donc, on n'a pas trouvé. Donc, on ne sait pas, mais il y a un élément intéressant. Par exemple, on sait par les archives égyptiennes que à la fin du XIIIe siècle en Jésus-Christ, au début du XIIe, donc vers 1200 avant Jésus-Christ, il y a en Égypte une crise politique dans le pays, une crise que les scribes égyptiens appellent les invasions des peuples de la mer. Et vous voyez là une scène gravée sur la paroi du temple funéraire, le temple des millions d'années, comme on dit, du pharaon Ramsès III, donc à Médinet Abou, près de Luxor, et qui nous montre Pharaon combattant les peuples de la mer, Pharaon triomphant des peuples de la mer. C'est évidemment pas représenter Pharaon défait par les peuples de la mer. Donc les peuples de la mer, on les voit ici, ils grouillent, hein, c'est une sorte d'anarchie, et on voit le Pharaon qui est l'incarnation de l'ordre dans le pays. Les peuples de la mer, c'est ainsi que les Égyptiens désignent ces envahisseurs. Il y a des inscriptions qui nous expliquent tout cela. On sait lire les hiéroglyphes et on connaît bien ce qu'ils disent. Et les scribes égyptiens ont noté des noms de peuples de la mer. Ils parlent par exemple de Keftiu. Et on pense que les Keftiu, ce sont des populations qui viennent de Crète. Et puis, il y a un mot qui est employé par les scribes égyptiens, qui est le mot sarda. Alors, le mot sarda, en 1184 avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il signifie exactement? On dira Sarda, Sardaigne, hein, c'est assez proche, mais le mot Sardaigne n'est attesté que à partir de l'époque phénicienne, carthaginoise, romaine.
pas à une époque aussi ancienne que celle-là. Il se peut néanmoins, après tout, j'ai dit tout à l'heure que nourag est peut-être un mot qui vient de l'ancienne langue parlée en Sardaigne. Il se peut que Sarda soit aussi un nom usité par les populations nouragiques. Il se peut donc qu'il y ait eu des populations nouragiques parmi les peuples de la mer. C'est possible, c'est pas du tout certain, mais c'est possible. Ce qui nous amène à revenir au fond, sur quelque chose qui est frappant quand on observe les nourags, quand on observe les Bronzetti aussi, c'est la dimension, on pourrait dire, militaire de la civilisation nouragique. Et là, je voudrais montrer un autre document qui est constitué par les trouvailles du site de Monteprama. Monteprama, c'est dans l'ouest de la Sardaigne. On est, disons, dans la région de Taros. Taros se situe exactement ici. Monteprama, c'est à une quinzaine de kilomètres au nord. Et donc, à Monteprama, à la fin des années 70, une trouvaille archéologique a permis de mettre au jour des statues première campagne de fouilles faisant apparaître des statues, et puis les fouilles ont repris dans les années 2010 avec de nouvelles trouvailles. Le matériel découvert dans les années 70 est présenté au musée de Cagliari, et le matériel découvert récemment est présenté au musée de Cabras. Cabras, c'est la localité sur laquelle se trouve le site de Monteprama. Alors voilà ce que sont ces géants de Monteprama, tels qu'on les voit à Cagliari et tels qu'on les voit à Cabras. Apparemment, les statues sont très similaires, elles sont presque identiques. Euh, Elles viennent du même endroit, donc c'est pas forcément étonnant qu'elles soient identiques, elles viennent du même endroit, elles datent probablement de la même période, c'est-à-dire le début du premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est la même période que les Bronzetti en fait. Et ce qui a été trouvé ce sont des statues en morceaux, 5000 morceaux, dont on a pu essayer de reconstituer quelques statues, il y en a quelques dizaines. Euh, bon, elles sont un peu endommagées, évidemment, mais enfin, elles sont quand même assez évocatrices. Évocatrices de guerriers, c'est le mot qui est souvent employé pour parler des géants de Monteprama, des guerriers. On parle parfois aussi de pugilistes ou de boxeurs, mais guerrier est le terme qui est le plus employé. C'est un terme que nous utilisons. On ne sait pas du tout, évidemment, comment statues étaient appelées par ceux qui les ont fabriquées, puisqu'ils n'écrivaient pas. Donc on ne sait pas du tout comment ils les appelaient. Le fait est que l'on peut comparer les statues avec les Bronzetti. Le Bronzetti, c'est un bronze de petite taille, une dizaine de centimètres. La statue est en pierre et c'est une statue de grande taille, 3 mètres pour les plus grands, donc plus grande que nature. Mais on voit bien que les formes sont assez voisines. On voit bien que les gestes sont quand même assez voisins. Il y a en effet des parallélismes que l'on peut établir entre les grandes statues en pierre et les petits bronzes. Ce sont des guerriers, il y a des armes, il y a même parfois des modèles réduits de nourag en pierre ou en bronze, la tour centrale, la muraille et les tours secondaires. Donc des guerriers, des armes, des arcs et des flèches, des boucliers, des sortes de casques, on pourrait dire, et on pourrait donc se demander si la société nouragique n'est pas fondamentalement une société de guerriers, une société organisée autour de la guerre, un peu comme la société mycénienne avec ses forteresses extraordinaires, comme par exemple la forteresse de Tirinthe. Alors, ces Bronzetti, évidemment, ce sont des guerriers, mais ce ne sont pas des guerriers qui combattent les uns avec les autres. Je viens de montrer deux guerriers qui s'affrontaient apparemment. C'était deux photographies que j'ai rapprochées artificiellement. On n'a pas de scène de combat. Les personnages qui ont été moulés, qui ont été plus exactement coulés par les bronziers autrefois, ce sont des personnages qui ne se combattent pas les uns les autres. Ce sont des personnages qui, on a l'impression qu'ils souhaitent la bienvenue à celui qui s'approche. Donc, qu'est-ce que nous disent les statues et les bronzetti à propos de la société nouragique? Que ce n'est peut-être pas une société de guerriers, mais peut-être plutôt une société de chefs. Là, il faut introduire la notion de société de chefs, qui est une notion qui a été forgée, qui a été élaborée par les anthropologues, c'est-à-dire les ethnologues, les archéologues, les proto-historiens, euh, depuis la fin du XIXe siècle. Depuis que les Européens se sont mis à observer de façon scientifique les populations avec lesquelles ils entraient en contact
en Amérique du Sud, en Afrique, dans l'océan Pacifique, et cette notion de société de chef qui a été constituée, qui a été forgée, chefferie. Alors, évidemment, cela permet d'établir une distinction avec une autre forme d'organisation sociale qui est simplement l'organisation familiale, des groupes familiaux, ou bien alors l'organisation étatique. Si on prend par exemple la cité grecque, ou la cité romaine aussi, on a là une organisation autour de l'État. Il y a des lieux où se concentre le pouvoir, il y a des villes, il y a des bâtiments qui sont caractéristiques de cette forme d'organisation, une agora, un forum, etc. Donc il est clair que la société nouragique n'est pas du tout comparable à cette organisation autour d'un État. Euh, Elle n'est pas non plus simplement constituée d'un agrégat d'organisation familiale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société de chefs? Lorsque l'on analyse les notions, on voit qu'il y a quelques critères qui sont tout à fait nécessaires. Il faut qu'il y ait un chef, c'est-à-dire un dirigeant héréditaire. Il y a une catégorie héréditaire, il y a une hiérarchie, il y a une aristocratie. Et puis, ces chefs euh, centralisent une partie des richesses, une partie des ressources et les redistribuent autour d'eux. Il y a des lieux où l'on se rassemble pour discuter ou pour redistribuer. Et il y a donc une élite, hein, c'est-à-dire des chefs, une élite qui exerce un pouvoir qui s'appuie sur le contrôle des rituels, sur le contrôle des biens, sur le contrôle des personnes aussi. Alors on pourrait dire, eh bien voilà, les géants de Monte Prama et les Bronzetti qui vont avec, si l'on peut dire, peuvent éventuellement être des images de cette société de chefs. C'est Bronzetti qui représente des chefs, les géants de Monte Prama qui représentent aussi des chefs, illustrent, symbolisent, exaltent en somme peut-être cette organisation, cette société de chefs, cette chefferie qui règne en Sardaigne. Le problème, c'est que, on a dit tout à l'heure, il y a 8000 nourags. Bon, divisons par deux, 4000, parce que les nourags ne sont pas forcément tous contemporains. Euh, Ça fait quand même beaucoup pour parler de chefs. On ne peut pas imaginer 8000 chefs dans une île qui est grande comme la Bretagne. On ne peut pas imaginer, si l'on considère les Nourags comme des châteaux forts, 8000 donjons dans une île qui est 3 fois grande comme la Corse. Et il faut se souvenir que les Bronzetti et les géants de Monte Prama datent de la phase finale de la civilisation nouragique, c'est-à-dire le moment où celle-ci entre en contact avec les Phéniciens puis avec les Carthaginois. Alors, on aimerait pouvoir insister sur l'idée que ces chefs en armes incarnent une sorte de résistance par rapport à l'arrivée d'étrangers sur les côtes, que cette résistance aurait été en quelque sorte exaltée par la fabrication de ces statues ou de ces petits bronzes. Mais les statues de Monteprama n'ont été trouvées jusqu'ici qu'à Monteprama, un seul lieu. Et puis, il faudrait donc, pour confirmer cette analyse, les résistants à l'invasion, en somme, il faudrait pour ça vérifier avec des textes qui donneraient des indications. Mais des textes, il n'y en a pas. Donc, on ne sait pas ce à quoi servaient ces géants Monteprama, ni ces guerriers en bronze. Reste que la civilisation nouragique apparaît souvent comme une sorte d'apogée de l'histoire de la Sardaigne aux yeux des Sardes, et que on a vu des mouvements autonomistes en Sardaigne se réclamer des donjons, c'est-à-dire se réclamer des tours des Nouragues, se réclamer des Bronzetti, se réclamer des géants de Monteprama, et en faire peut-être pas des symboles de résistance, mais certainement des symboles de différenciation, de particularisme. Le particularisme sarde incarné par ces statues ou par ces nouragues. Le problème, c'est que dans l'Italie moderne, ce qu'on pourrait appeler l'idéologie italienne, la référence, ce n'est pas Monteprama, la référence, c'est Florence ou c'est Pompéi, mais sûrement pas la Sardaigne. Donc les Nouragues
sont peu connus, même en Italie. Il y a peu d'expositions sur les nouraghes, même en Italie, pour ne pas parler des autres pays, évidemment. La plupart des gens, même en Italie, ne connaissent pas bien, en fait, les nouraghes, et en dehors de l'Italie, la plupart des gens ignorent à peu près tout des nouraghes. Et donc, on cherche à les renseigner. Par exemple, quand on arrive à l'aéroport de Cagliari, il y a deux statues qui sont là, bon, ce sont des copies, mais deux statues qui sont là et qui accueillent les visiteurs, qui tout de suite sont plongés au cœur de l'originalité de la Sardaigne. Alors tout cela m'amène à une conclusion que je mettrai sous le patronage de Charles Félix, que nous avons déjà rencontré. Charles Félix, euh, auprès de qui nous allons aboutir si nous reprenons les grandes lignes de l'histoire de la Sardaigne depuis, je dirais, depuis la fin de l'Antiquité. Donc on a vu que la Sardaigne a fini par passer sous l'influence romaine, elle a fini par être incorporée dans l'Empire romain, et dans l'Empire romain, ben, est une zone, une province parmi d'autres, bon, importante, elle produit du blé, elle produit des métaux, mais pas tellement plus qu'une autre au fond. À la fin de l'Empire romain, la Sardaigne reste durablement dans la zone d'influence de l'Empire byzantin, à l'époque de Justinien et de ses successeurs. Donc la Sardaigne n'est pas incorporée dans ces nombreux royaumes euh, de l'Italie péninsulaire, ou plus encore de l'Europe du Nord-Ouest, ces royaumes visigoths, francs, lombards. La Sardaigne ne participe pas à ça. Elle est dans la zone d'influence byzantine. Et la Sardaigne n'est pas incorporés dans les États qui se constituent en Afrique du Nord et en péninsule ibérique, ces États qu'on pourrait appeler arabo-musulmans à partir du 7e, 8e siècle. Elle échappe à cela. Il y a une présence arabe importante en Sicile, il n'y a pas de présence arabe importante en Sardaigne. Et la Sardaigne va passer sous l'influence des républiques d'Italie péninsulaire, la République de Gênes et la République de Pise en particulier. Donc ça, c'est le milieu du Moyen Âge. Et puis vient 1297. En 1297, le pape Boniface VIII décide de créer un royaume de Sardaigne, c'est-à-dire qu'il décerne en quelque sorte au potentat qu'il y a en Sardaigne le titre de roi, roi de Sardaigne. Il y a un royaume de Sardaigne qui d'ailleurs englobe la Corse. Et ce royaume de Sardaigne va rapidement passer dans la zone d'influence de la couronne d'Aragon. La carte que vous voyez là montre les pays de la couronne d'Aragon. Eh bien, le royaume de Sardaigne devient l'un de ces pays de la couronne d'Aragon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le roi d'Aragon est en même temps roi de Valence, roi de Sardaigne, roi de Sicile, roi de Naples. Il est en même temps comte de Gévaudan, comte de Provence, duc d'Athènes, sorte d'association personnelle, en somme, d'union personnelle de de divers États qui n'ont pas beaucoup de choses en commun sous la houlette de la couronne d'Aragon. Sous la houlette de la couronne d'Aragon et donc des successeurs des rois d'Aragon. Parce qu'à la fin du XVe siècle, le roi d'Aragon épouse la reine de Castille. Ce sont les rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Et donc avec les rois catholiques, eh bien, la Sardaigne reste dans la couronne d'Aragon. Elle devient donc un élément de l'Empire espagnol. Ce sont les Espagnols donc, qui vont contrôler la Sardaigne durablement. Durablement, c'est-à-dire jusqu'au début du XVIIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, après le traité d'Utrecht, donc le traité d'Utrecht c'est 1714, après le traité d'Utrecht, il y a des tractations pour réduire l'influence espagnole, après la guerre de succession d'Espagne, et la Sardaigne est attribuée au duc de Savoie. Les ducs de Savoie, qui règnent en Savoie, à Chambéry depuis longtemps, ont hérité au XVIe siècle de territoires en Piémont. Ils ont fait glisser leur capitale de Chambéry à Turin à la fin du XVIe siècle. Et voilà qu'au début du XVIIIe siècle, le duc de Savoie, donc en 1720 c'est le duc Victor Amédée II, le duc de Savoie reçoit la Sardaigne et donc il reçoit le titre royal. Il devient roi de Sardaigne. Et donc on va désormais parler de royaume de Sardaigne pour désigner l'île de Sardaigne, mais pour désigner aussi les États du duc de Savoie dans le nord de l'Italie. Il y a un royaume de Sardaigne avec une partie insulaire et une partie continentale. Alors ça, c'est quelque chose que les Français n'ont jamais réussi à comprendre. Que Chambéry et Cagliari soient dans le même duché de Savoie, c'est déjà difficile à admettre, mais que Turin soit la capitale de la Sardaigne, là, c'est franchement quelque chose d'incompréhensible. Donc les Français ont toujours parlé de royaume de Piémont, Sardaigne,
Mais c'est une erreur, c'est le royaume de Sardaigne qu'il faut dire. Alors donc la Sardaigne, l'île de Sardaigne, est désormais incorporée dans le royaume de Sardaigne, sur qui règnent les ducs de Savoie, les anciens ducs de Savoie devenus rois de Sardaigne. Donc. Euh, En Sardaigne, il y a peut-être un roi, mais ce roi, on le voit à Turin, on ne le voit pas en Sardaigne. Aucun roi de Sardaigne du XVIIIe siècle n'est jamais venu à Cagliari. Lorsque le duc de Savoie, Victor Amédée II, est promu roi de Sardaigne, il ne vient même pas à Cagliari organiser une cérémonie pour chausser sa nouvelle couronne. Les rois de Turin, on ne les voit pas en Sardaigne au XVIIIe siècle. Mais voilà qu'ils arrivent en 1798. Et pourquoi? Parce que c'est la guerre en Europe, ce sont les guerres de la Révolution et de l'Empire. Dans le nord de l'Italie, c'est l'époque de Napoléon Bonaparte. Donc, les États continentaux du roi de Sardaigne lui échappent, il est chassé et il se réfugie dans ces États insulaires, c'est-à-dire en Sardaigne. Il y a donc une période au début du XIXe siècle où en Sardaigne, dans l'île de Sardaigne, on voit le roi de Sardaigne, on voit la famille royale de Sardaigne et on voit notamment Charles Félix. Charles Félix est le fils du roi de Sardaigne, qui meurt en 1796, Victor Amédée III. Il est le frère du roi de Sardaigne qui est détrôné en 1798, qui s'appelle Victor Emmanuel Ier. Et Charles Félix devient lui-même roi de Sardaigne en 1821. Donc il succède à son frère aîné par conséquent. Donc Charles Félix est roi de Sardaigne en 1821, mais il est gouverneur de Sardaigne, vice-roi de Sardaigne pendant plusieurs reprises au début du XIXe siècle. Et en Sardaigne, c'est un élément important, c'est un événement important parce qu'on a un prince royal qui exerce une forme de pouvoir en Sardaigne et qui s'intéresse à la Sardaigne. Parce que Charles Félix collectionne. Il collectionne les petits objets en bronze, il collectionne des petits morceaux de céramique, il collectionne toute une série de curiosités trouvées dans le sous-sol de la Sardaigne. Une série de curiosités que l'on n'a pas cherchées, que l'on n'a pas trouvées avec des fouilles archéologiques. On est en 1800, 1805, c'est pas du tout. Charles Félix n'est pas du tout un archéologue, mais c'est un collectionneur de curiosités. Et donc il se constitue une collection de curiosités tout à fait importante. Et cette collection, il la donne à l'université de Cagliari en 1821, lorsque il devient roi de Sardaigne et qu'il part pour Turin. Et à Turin, que va-t-il faire? Eh bien, il va acheter la collection de Rovetti, une collection d'objets égyptiens. Alors aussi, ce sont des objets originaux avec des peintures, avec des dessins. Pour Charles Félix, qui est un collectionneur de curiosités, ces objets égyptiens sont intéressants. Et il les fait observer, analyser, décrire par Champollion. Et Charles Félix va mettre sa collection d'objets égyptiens, je ne dirais pas à la disposition du public, on est en 1824-25, c'est un petit peu prématuré, mais enfin, ce sera une collection qu'on pourra voir, en tout cas. On peut donc faire de Charles Félix le fondateur du musée archéologique de Cagliari et en faire aussi le fondateur du musée égyptien de Turin, qui est le plus ancien musée égyptien du monde. Donc Charles Félix est en Sardaigne un personnage euh, extrêmement, je ne sais pas si on peut dire populaire, mais enfin extrêmement connu. Il n'y a à peu près que là que l'on se souvient de Charles Félix, le dernier des rois donc de la dynastie de Savoie dans sa branche aînée, sa branche principale. Le successeur de Charles Félix, ce sera Charles Albert, donc, qui est à la tête de la branche Carignan de la dynastie de Savoie. Et donc, je voulais terminer par là pour montrer que, eh bien, évidemment, la connaissance de l'archéologie sarde, la connaissance de la civilisation nouragique, elle doit tout aux archéologues du 19e siècle, du 20e, du 21e siècle, mais qu'il reste quand même quelque chose du souvenir de Charles Félix qui a régné en Sardaigne un moment. Et c'est pourquoi c'est son portrait que l'on trouve au Palais Royal de Cagliari, le sien et pas celui de ses prédécesseurs.